de prendre la suite de ce qu'on avait dit, de continuer un peu sur le côté clinique et diagnostic différentiel. Sur la question des traitements, j'ai peur que ça ne rentre pas. Alors peut-être on passera la parole au clip et puis si jamais il manquait des choses ou soit d'imaginer, il nous reste un peu de temps, on y revient en toute fin, soit d'imaginer même un troisième temps à la rigueur s'il le fallait. Mais j'avais peur qu'on se disperse un peu trop et ça me semblait important aussi de parler de la question des présentations cliniques. Alors, on avait dit, je reprends juste quelques données sur les slides. Ben voilà, l'âge de début entre 15 et 25, des fois 35 ans, hein, sur les chiffres qu'on retrouve, c'est globalement adolescence, adulte jeune. Deux grands modes de début, je vais en redire un mot. Et évidemment, en termes de diagnostic clinique, cette idée que, à la différence des autres troubles, dans la dépression, dans la manie, dans des épisodes peut-être plus typiques, l'une des difficultés de la schizophrénie, c'est une énorme hétérogénéité, une grande variété de présentations. Parce qu'à la différence des autres troubles, dans les critères diagnostiques, on n'est pas obligé d'avoir tout un tableau régulier, homogène. C'est probablement là où il y a la plus grande variété sur les histoires de classification. Il faut soit l'un des trois grands syndromes, syndrome délirant, qu'on appelle aussi le syndrome positif, on en avait parlé la fois d'avant, syndrome de désorganisation, c'était l'ancienne dissociation schizophrénique, et puis un syndrome négatif, en gros, qui est un peu devenu dans nos classifications actuelles la notion d'autisme schizophrénique, le repli sur soi, l'émoussement affectif. Eh bien, dans tous les critères diagnostiques, on n'est pas obligé d'avoir les trois syndromes, à la différence de la grande majorité des troubles psychiatriques, mais donc on a tout un panachage possible et ça donne une variété de présentations très très forte. Et souvent cette sensation clinique de se dire mais pourquoi est-ce qu'on appelle sous le même terme des présentations cliniques aussi différentes? C'est probablement parce que on n'est pas obligé d'attendre les trois grands syndromes en termes de critères pour avancer. Ça peut être une présentation sous un des trois syndromes, deux des trois ou même les trois. Les vrais critères, je ne vais pas les redétailler, je voulais quand même les remontrer en tout début parce qu'on va rebondir là-dessus. Il faut des critères cliniques sur au moins deux symptômes entre idées délirantes, hallucinations, désorganisation du discours, du comportement ou un syndrome négatif sur une durée suffisante, au moins un mois. Avant, c'était des critères un peu plus dans la durée. Et ça se resserre comme si on devenait de plus en plus fort pour arriver à faire un diagnostic à coup sûr, ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc, on est un peu pressé par les classifications, comme s'il y avait eu d'énormes progrès cliniques, alors que les indices cliniques, eux, en réalité, n'ont pas bougé. On était un peu plus prudent il y a quelques années pour annoncer dans quoi on pourrait se diriger face à un premier épisode psychotique. Il faut dans tous les cas un retentissement sur plus de 6 mois et, comme toujours en psychiatrie, un diagnostic d'élimination et on va beaucoup détailler ça. Alors, sur une durée brève, on peut parler d'un épisode d'un trouble psychotique bref sur une durée de moins d'un mois et entre jusqu'à 6 mois, c'est un premier épisode psychotique, voire un trouble schizophréniforme si on est convaincu d'un engagement dans une symptomatologie d'allure schizophrénique. C'est là-dessus que je vous disais, en réalité, on n'est pas meilleur qu'avant et c'est tout de même des classifications qui nous poussent beaucoup, alors que avant, on parlait plutôt d'une bouffée délirante aiguë avec une grande ouverture dans les évolutions possibles. Ça restait un peu indéterminé dans l'évolution, mais c'était tout de même pratique, pour ne pas dire de bêtises, en tout début de trajectoire. Quand on sait en plus le poids de la stigmatisation ou si on se trompe et d'annoncer ce qu'on appellerait des faux positifs, un diagnostic par erreur, quelque part, la bouffée délirante ou la classique BDA, ça avait du bon dans le côté un peu indéterminé et la nécessité d'avoir un petit temps d'évolution. Deux façons de débuter un trouble schizophrénique. La moitié des cas environ, c'est un début aigu. Premier épisode, trouble schizophréniforme ou bouffée délirante aiguë. C'est surtout quand le tableau est marqué par le délire, les hallucinations, voire une désorganisation un peu active.
Mais ce qu'on sait bien, c'est que plus on est précoce dans le parcours de la personne, plus on est à risque de se tromper et d'être aspécifique. On peut même avoir souvent, en termes de prodrome, des impressions assez difficiles à préciser un peu plus, des impressions très banales de malaise, de fatigue, de difficulté de concentration, d'angoisse, d'idées suicidaires. Ça peut passer à tort comme des épisodes dépressifs un peu atypiques, dans le vieux sens de atypique. Contact bizarre, des petits critères où on n'a pas toutes les cases d'une évolution dépressive classique. Donc, beaucoup d'hésitation en tout début, d'où l'importance pour aujourd'hui d'échanger entre nous sur toutes les formes frontières et les interrogations qu'on pourrait avoir sur une première présentation. Ça peut être aussi des prises de contact à l'occasion de troubles du comportement, des gestes auto-agressifs, plus rarement hétéro-agressifs, souvent marqués par un certain degré d'impulsivité, de bizarrerie, d'hermétisme dans la rationalisation a posteriori du passage à l'acte. La moitié des cas plutôt d'entrée en schizophrénie, plutôt en début aigu. Une autre moitié, c'est difficile à chiffrer en réalité, parce que cette autre moitié-là, elle est plus insidieuse, et très probablement qu'on la sous-estime un peu dans les personnes qui peuvent nous arriver, signalées, amenées aux urgences, accompagnées par la famille. Probablement qu'on réagit plus pour un tableau brutal et délirant que pour un tableau marqué par un isolement progressif, des signes un peu non bruyants, plutôt sur le mode du syndrome négatif. On estime, grosso modo, à une moitié des cas sur une entrée dans la maladie, sur un mode plus progressif ou insidieux, avec une vraie difficulté à mettre un début. Quand les gens nous parlent d'une bouffée délirante aiguë, la famille peut nous dire « ça a débuté mardi après-midi, j'ai vu la différence ». Quand on va parler d'un début insidieux ou progressif, en réalité, on n'arrive jamais à mettre une phase de début. Et la part des choses pour dire quid de la personnalité, de la façon de faire habituelle par rapport à quid des symptômes débutants, là, il y a une vraie difficulté. Et ça fait même partie de cette progressivité des symptômes qui s'installent. Ce qui veut dire aussi que ça nous expose, nous soignants, à un plus grand retard dans la prise en charge. Ça augmente très probablement un délai, on avait vu ça ensemble, ça s'appelle la durée de psychose non traitée. Début des signes avec le début d'une prise en charge adaptée. On sait que quand c'est sur un versant plutôt négatif, de repli sur soi, mais on est encore plus à risque de perdre du temps et d'arriver avec du retard. Et puis, ça brasse aussi toute cette question-là, l'idée très générale en psychiatrie qu'en réalité, le vrai pronostic, mais là, ça, on dépasse la question d'une schizophrénie débutante, c'est presque une règle d'or, je crois, c'est que finalement, la règle sur le pronostic, c'est pas dans quelle mesure on est capable d'aller mal en aigu, ce serait plutôt à distance des crises, dans quelle mesure on est capable d'aller bien. En réalité, le vrai pronostic, passer l'urgence des prises en charge et des moments critiques, c'est finalement de se dire, on peut avoir des moments très aigus, très sévères, ce qui donne tout le pronostic de l'évolution de la pathologie, quelle qu'elle soit, et c'est d'autant plus vrai pour la schizophrénie, c'est comment on va au mieux à distance des épisodes. Tout cet aspect de comment on fonctionne, notamment socialement, à un âge où c'est crucial, où c'est la fin du lycée, le début des études, et une hospitalisation un peu longue, ça peut vous mettre sur une sorte de voie de garage et de désinsertion sociale ou étudiante ou scolaire ou professionnelle, qui est quasiment plus redoutable encore que l'intensité de quelques symptômes qui pourraient être très bruyants et choquants à court terme, mais finalement le vrai pronostic, c'est plutôt le fonctionnement social à moyen et à long terme. Et donc, les modes d'entrée sur un mode plus progressif et plus déficitaire ou négatif, en fait, ils sont tout de même de plus mauvais pronostics. Ça, on avait vu ça ensemble, c'est juste pour reciter le premier épisode, first épisode, avant une hospitalisation ici, ben, il y a tout ce délai-là entre les symptômes inauguraux, même pas les prodromes, hein, les vrais symptômes d'un premier épisode, jusqu'à une prise en charge spécifique. Et ça, c'est la DUP, la durée de psychose non traitée. On en avait pas mal parlé, je ne vais pas y revenir plus longtemps.
Ça, c'était pour parler aussi de l'hypothèse du neurodéveloppement et de se dire qu'en gros, on en parle de plus en plus pour la schizophrénie, mais pas que pour la schizophrénie, cette façon de repérer depuis la naissance, la petite enfance, l'enfance un peu plus tardive, mais même probablement la grossesse, les conditions de l'accouchement. En gros, cet aspect très multifactoriel de mettre ensemble en termes de vulnérabilité des facteurs très, très biologiques, composantes génétiques notamment, mais ça n'en fait pas une maladie génétique, donc plutôt une charge ou un facteur de risque génétique, mais aussi des conditions de grossesse, des conditions d'accouchement, des conditions d'évolution à la petite enfance. Bref, de mettre ensemble tout un faisceau d'influences du tout biologique au tout psychologique. C'est pas simple d'arriver à rentrer comme ça dans un seul modèle des influences aussi diverses, des choses très organiques jusqu'à des choses très expérientielles ou psychologiques ou traumatiques. C'est ça l'hypothèse neurodéveloppementale, dite de manière très caricaturale, qu'on retrouve dans la schizophrénie, mais qu'on retrouve aussi dans beaucoup d'autres troubles. Les troubles bipolaires, alors là, il y en a quelques autres, mais on pourrait mettre aussi, ça n'est pas sur ce schéma-là, les troubles du spectre autistique, d'autres troubles de la famille des troubles anxieux. Bref, la question du diagnostic différentiel, elle trouve aussi sa source dans l'éclosion d'un premier épisode. On peut avoir des présentations très atypiques, un peu partielles, qui nous font hésiter, surtout par manque d'informations sur l'évolution, sur les trajectoires, soit plutôt bipolaires notamment, c'est de ça dont je voudrais un peu vous parler dans la suite, soit typiquement schizophrénique, mais on pourrait aussi poser la question pour au moins 3 autres situations cliniques que je voudrais tout de même citer, les délires persistants non schizophréniques, on tourne autour du pot, c'est une façon presque politiquement correcte de parler en creux de l'ex-psychose paranoïaque en fait. On pourrait aussi poser la question des frontières diagnostiques avec la personnalité limite ou borderline, c'est une vraie question clinique. Et puis, il y a aussi une question peut-être la moins étudiée empiriquement aujourd'hui, et pourtant, qu'est-ce qu'elle est importante? La question des troubles du spectre autistique, où on peut avoir des formes frontières, là où c'est vraiment pas toujours simple de faire la part des choses entre une trajectoire plutôt des troubles du spectre autistique ou plutôt évocatrice d'un trouble du spectre schizophrénique. C'est là-dessus que je voudrais dire maintenant quelques mots. Le plus classique, c'est la différence entre un premier épisode qui est une entrée dans la schizophrénie versus un premier épisode qui serait une porte d'entrée, mettons plus typiquement, vers un trouble bipolaire. J'ai mis trouble affectif, mais en réalité, le plus classique, c'est trouble bipolaire. Alors, on a un peu l'idée dans nos études que très classiquement, il y a plein d'indices qui pourraient nous permettre de nous orienter préférentiellement, soit vers une trajectoire schizophrénique, soit, à contrario, vers une trajectoire bipolaire. Pour la trajectoire schizophrénique, ce qu'il y a de super classique, c'est la bizarrerie du délire, les manifestations hallucinatoires, l'intensité de la désorganisation, l'émoussement affectif ou le syndrome négatif, des aspects d'incongruité s'il y a des signes affectifs. En gros, quand on parle d'incongruité, c'est pour dire les thématiques délirantes, le plus souvent, ne colleraient pas à l'humeur présentée. Vous êtes plutôt avec une humeur dépressive, mais vous développeriez des thématiques mégalomanes. Ça, c'est incongru. Et donc, on apprend, ou en tout cas, moi, j'avais appris, peut-être un peu moins maintenant, mais tous ces éléments-là comme très facilitants pour se dire, non, ça va nous orienter vers le champ de la schizophrénie. Et en fait, c'est évidemment bien plus compliqué que ce qu'on apprend dans les livres. Et tous ces arguments-là, on peut un peu les discuter sur le plan de la clinique et en tout début de maladie. Par exemple, quand on parle de bizarrerie du délire, ok, c'était pendant longtemps le critère qui avait le plus de poids sur le diagnostic schizophrénique, mais en fait, il y avait moins d'une vingtaine d'études empiriques sur une trentaine d'années de DSM. Ça veut dire que la chose était absolument pas étudiée. Et on peut dire entre nous délire bizarre ou délire pas bizarre, dès qu'il fallait affiner un peu les définitions, plus personne n'arrivait à s'entendre. Donc, critère très intuitif, comment on fait pour partager ça? Ensuite,
le poids des manifestations hallucinatoires, tout comme l'incongruité finalement de la congruence de la thématique délirante ou pas, ben en fait, ça, on sait bien plus qu'avant qu'en tout début de maladie bipolaire, plus on est jeune, plus on a de risques de présenter quelque chose qui pourrait être pris comme une schizophrénie. Pour le dire autrement, plus on est jeune, plus on aura un tableau incongru, avec la possibilité d'hallucination. En gros, plus on est jeune, plus il va y avoir comme ça un risque de biais diagnostic à surévaluer des entrées dans la schizophrénie. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément bien en tête il y a 15-20 ans. C'est plutôt des travaux empiriques sur le début de la bipolarité qui nous permettent de le souligner. Je continue sur mon listing pour modérer un peu les arguments cliniques de on est sûr d'être dans le champ de la schizophrénie, c'est toujours plus compliqué que prévu. Et tout ce qu'on dit être de la désorganisation schizophrénique, mais en fait, si vous êtes face à quelqu'un de très accéléré et de maniaque, ça peut être accéléré au point de tendre, au point de se présenter comme une désorganisation. Les gens peuvent être tellement speed dans le discours que le fil très accéléré peut se perdre dans l'échange et on peut avoir l'impression d'être face à quelqu'un qui a une véritable désorganisation schizophrénique, alors que, en réalité, c'était plutôt une accélération maniaque, mais accélération telle qu'on en perdait le fil, qu'elle en devenait bizarre. Et puis, bien malin, celui qui sait parfaitement distinguer entre un tableau dépressif un peu atypique et puis des symptômes négatifs d'entrée en schizophrénie. C'est là aussi très difficile. Il y a souvent une tristesse comorbide possible, il y a souvent une composante affective, y compris si on a un tableau de ce que Bleuler appelait l'autisme schizophrénique. Donc, quelque part, dans l'accélération, ça peut se mélanger, mais dans le frein de la dépression, ça peut aussi se mélanger, cette fois-ci avec le syndrome négatif. Donc, tous ces arguments-là, je crois qu'ils appellent au contraire des nouveaux critères à beaucoup de prudence. Et finalement, ça ne va pas être sur la désorganisation, sur les hallucinations, sur la congruence ou pas des thématiques délirantes. Ça va plutôt être sur la qualité de l'anamnèse, le contexte familial, des épisodes infracliniques qui seraient passés inaperçus. En gros aussi, la question de comment on va bien au maximum en termes de fonctionnement social, à distance des épisodes. Donc ça va plutôt être des indices indirects que des choses très clairement cliniques comme celle-ci, où je vous appelle, moi, à pas mal de prudence, parce que face à un tableau très explosif, on a besoin de l'évolution. On n'y arrive pas bien sur un moment donné, sans recul temporel, soit après, soit avant, en termes d'antécédents. Ça, c'était peut-être ce que je voulais vous dire, vous présenter probablement très rapidement, et je vous laisserai la présentation dans la différence entre entrer dans la schizophrénie et dans la bipolarité. En plus, il peut y avoir la question, je vais aller un peu vite là-dessus, mais du trouble schizoaffectif. C'est presque le tiroir un peu commode où on ne sait pas ranger dans les autres tiroirs. Du coup, on surrange dans ce tiroir-là. On va l'utiliser en excès. Si on faisait bien les choses, les troubles schizoaffectifs, c'est uniquement les évolutions de maladie où la symptomatologie affective, c'est autonomiser complètement la symptomatologie psychotique ou délirante. S'il y a l'humeur secondaire au délire, ou alors le délire secondaire à l'humeur, les deux peuvent se voir, ce n'est pas des vrais troubles schizoaffectifs. C'est plutôt une schizophrénie avec une dépression comorbide, ou à l'inverse, une dépression ou un accès maniaque avec des caractéristiques psychotiques. Mais le vrai trouble schizoaffectif, pour pouvoir le poser, il faut vraiment une autonomisation et qu'il n'y ait pas un syndrome secondaire à l'autre. Et donc, très certainement qu'on l'utilise à tout bout de champ, parce que c'est aussi pratique d'avoir un tiroir où on range ce qu'on ne sait pas ranger ailleurs, comme toujours. Donc, il y a sûrement une surutilisation de cette notion-là. Pour finir, et pardon de faire un peu vite, je voulais quand même vous dire un mot d'autres situations cliniques. Les troubles délirants persistants, ce terme pas simple du DSM, c'est surtout pour parler des ex-psychoses paranoïaques. Et là, peut-être que la différence, elle est tout de même plus facile à faire parce que dans l'ex-psychose paranoïaque, il n'y a pas d'élément de bizarrerie dans le délire. On pourrait presque se dire, c'est très, très
improbable, mais c'est possible. Quand on se dit ça, c'est qu'on est peut-être plus dans le champ d'un délire structuré, systématisé, pas du tout désorganisé, souvent très interprétatif. Et quand vous êtes capable de vous dire, c'est très très improbable, mais c'est possible, c'est par exemple un délire de persécution, ben c'est peut-être qu'on est plus dans le champ d'un trouble délirant persistant, d'une ex-psychose paranoïaque, que d'un trouble schizophrénique qui serait marqué par de la bizarrerie, par de la désorganisation, par des hallucinations. Autant de choses qu'on ne retrouvera pas dans une décompensation d'un trouble délirant persistant non schizophrénique. Je le redis, longue appellation et pas bien élégante pour juste éviter d'employer le terme de psychose paranoïaque. Il n'y a pas non plus d'isolement majeur. Hein. Alors les gens peuvent faire le vide autour d'eux, mais c'est parce qu'ils sont plus invivables sur la durée par le poids du délire. C'est pas comme un syndrome négatif d'emblée. C'est pas aussi fort et c'est pas aussi initial. L'âge de début est souvent un peu plus tardif. Et puis on a bien souvent aussi une personnalité sous-jacente qui est très rigide, très méfiante, mais où il n'y a pas de bizarrerie. C'est plutôt la rigidité que la bizarrerie qui va marquer les choses. Donc c'est pas non plus le même terrain de vulnérabilité, et c'est souvent aussi avec une insertion sociale professionnelle un peu moins altérée que dans le champ de la schizophrénie. Pour pas trop déborder, mais on y est presque, je voulais terminer sur trouble de la personnalité borderline ou état limite, et ça c'est là aussi un vrai pari clinique. Hein. On peut avoir des présentations très similaires. Peut-être que ce qu'on peut retrouver dans la personnalité borderline ou l'état limite, c'est plutôt un style relationnel avec vraiment une succession de périodes affectives très intenses, des liens affectifs très exclusifs, et puis aussi bien souvent des ruptures, des sentiments de trahison, bref, une intensité affective et relationnelle qu'on ne retrouve pas nécessairement, ou en tout cas pas de manière aussi séquencée dans la vulnérabilité schizophrénique. Une vraie labilité de l'humeur, mais aussi du parcours, des liens. Il peut y avoir malgré tout des moments très proches d'états psychotiques de très courte durée. Et puis bien souvent, il s'agit aussi de ne pas laisser passer, enfin de rechercher à l'entretien une histoire traumatique. Et on retrouve souvent, hein, autant que les ruptures relationnelles dont je parlais, des expositions à des situations traumatiques bien réelles et bien présentes. Pardon pour finir un peu sur ce mode catalogue. Dans les frontières entre entrer dans la schizophrénie et les troubles du neurodéveloppement ou les troubles du spectre autistique, alors là, c'est une question probablement où on manque d'études actuelles, où on aurait besoin d'un peu plus de travaux pour être meilleur sur cette distinction-là, d'autant plus que, à mon sens, cette distinction-là, elle se creuse aussi du regard psychiatrique ou pédopsychiatrique, c'est-à-dire est-ce qu'on n'est pas d'accord sur un tableau clinique entre collègues, ou est-ce qu'on n'est pas d'accord entre dispositifs cliniques, avec tout un dispositif de pédopsychiatrie qui n'a pas forcément les mêmes habitudes, les mêmes routines qu'un dispositif de psychiatrie adulte. Et comme on tombe pile à un moment de clivage dans le parcours des personnes, et il s'agirait, et c'est ce qu'on essaie un peu tous de faire, hein, d'améliorer ces risques de clivage-là, oui, mais tant qu'il y a des regards pédopsie et psy aussi différents, c'est délicat de s'accorder sur des subtilités dans la présentation clinique. Et donc, on a encore besoin de gens à l'aise, tant sur le champ des troubles du spectre autistique que sur le champ de l'entrée en schizophrénie. Par exemple, moi, dans mon courant de pensée, on parle souvent, chez certains patients qui souffrent de schizophrénie, d'hyperréflexivité. Alors, tous les patients ne souffrent pas de ça, hein, mais on a peut-être tous des patients sur un mode un peu comme des philosophes, comme des scientifiques, comme des poètes, de s'interroger tout le temps sur le quotidien, sur le pourquoi du monde. Il n'y a rien de facile, ça coûte une énergie folle. Il y a beaucoup d'épuisement à réinterroger le quotidien finalement. Ça, c'est ce qu'on peut appeler en psychopathologie l'hyperréflexivité schizophrénique. Et moi, quand je discute de situations précises avec des collègues pédopsy de l'adolescent, bien souvent, quand ils me décrivent ce qui est évidemment pour eux un trouble du spectre autistique, moi je suis là à réinterroger, mais probablement dans l'excès, à dire mais ça pour moi c'est plutôt de l'hyperréflexivité schizophrénique. Et cette différence-là, elle n'est pas facile
à discerner, à clarifier. Et tant que nos mondes pédopsie et psy-adultes sont aussi clivés, ben, pas sûr qu'on arrive à rapprocher les regards. Il faudrait déjà rapprocher un peu les pratiques et on pourra un peu mieux s'entendre sur qu'est-ce qu'on décrit. Et puis enfin, je m'étais dit, mais je vais juste le citer, il y a quand même aussi une situation clinique, alors qui est assez rare, mais quand on l'a, elle n'est pas facile, ben, c'est dans les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Des fois, on peut avoir des personnes qui sont tellement enfermées dans leur pratique, soit obsessionnelle, soit compulsive, que ça peut tendre. En gros, les TOC les plus sévères, il y a bien souvent une interrogation diagnostique sur mais est-ce qu'on est dans le champ de cette ancienne névrose, les TOC, ou est-ce qu'on est plutôt dans une bizarrerie, une atypicité? Il y a des défenses pseudo-obsessionnelles, mais ça pourrait être une histoire d'entrée en schizophrénie. Je crois que les tableaux de TOC très sévères, hein, pas tous bien sûr, mais certains dans la sévérité peuvent aussi interroger en syndrome négatif de la schizophrénie par rapport à l'isolement secondaire du TOC, sur des aspects peut-être aussi d'égo-dystonie, c'est-à-dire que dans le TOC typique, classique, les gens savent nous dire je sais que c'est ridicule, je sais que ça n'a pas de pertinence, que ça sert à rien, mais je suis obligé de vérifier, de penser. Quand les gens sont comme ça en souffrance à reconnaître le caractère soit ridicule, soit souffrant, soit juste chronophage, c'est ça qu'on appelle l'égo-dystonie, c'est-à-dire c'est un peu en lutte avec son sentiment d'identité, son sens de soi un peu classique. Tandis que la frontière dans la schizophrénie, elle est plus difficile à repérer. On s'en plaint moins. C'est pour ça qu'on va parler plus d'égo-syntonie, alors que les troubles du soi, ils sont majeurs dans la schizophrénie. Mais il y a ce terme pas simple d'égo-syntonie. En fait, l'égo-dystonie, c'est quand on souffre de quelque chose qu'on repère comme c'est problématique et je vivrais mieux si j'arrivais à me défaire de ces obsessions et de ces compulsions. Voilà, je ne veux peut-être pas forcément en dire plus, quitte à y revenir si vous le souhaitez sur des temps de discussion, mais je pense qu'aujourd'hui, c'était aussi important de donner la parole et de vous laisser un peu de temps pour le clip. Alors, je me mets en sourdine et je vous passe la main. Et je crois qu'il faut que j'arrête le partage si vous souhaitez partager. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour, 2 petites minutes. Merci, c'était important de refaire ce rappel. Ça complète bien ce qui a été bien développé la fois dernière. Il est 25, un peu plus, 35. C'est-à-dire vous avez 25 minutes. Voilà, je ne sais pas si vous en faire plus, mais je crois, voilà. Donc, en tout cas, merci de votre performance à faire rentrer ces questions si importantes dans si peu de temps et j'arrête de prendre du temps inutilement. Au revoir. À tout à l'heure. Tu veux prendre la parole? On vous laisse la parole. Bonjour, Bonjour. merci d'être là. Merci. D'abord, juste pour se présenter rapidement, moi c'est Joseph Delassalle, je suis infirmier à l'équipe du CLIP. Moi, je m'appelle Benoît Michel, je suis psychologue dans l'équipe du CLIP. Et moi, je suis le docteur Grassin de Lille, je suis médecin qui supervise le CLIP. Et qui a supprimé le diaporama. On va partager avec vous la petite présentation qu'on voulait vous montrer. Vous avez la main, c'est bon ça... Ouais. Normalement, on a Vous allez nous dire si ça... Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, parfait. Super. Alors nous, du coup, le CLIP, Centre local d'intervention précoce, en fait, on accompagne les jeunes après un premier épisode de psychotique, directement après, le plus rapidement possible. Et on accompagne également les jeunes à ultra haut risque. Donc, c'est en fait quand il y a pas eu encore d'hospitalisation ou de manifestation franche de symptômes, où en fait on peut repérer certains signes un peu prodromiques de la maladie. Ça peut être le repli ou des éléments délirants qui évoluent un peu à bas bruit, mais qui n'altèrent pas forcément le fonctionnement, et qui alimentent des critères de risque en fait de développer une psychose par la suite.
Voilà, en gros. On va vous détailler ça. Voilà, on a pas parlé. En fait, nous, on intervient vraiment dans la première période, dans la période charnière de l'entrée dans la maladie. Un moment où, en fait, il y a le premier épisode de psychotique ou avant. Et en fait, ça peut évoluer plus ou moins de trois manières possibles. Donc, soit vers un trouble chronique avec un retentissement fonctionnel important ou beaucoup d'isolement et tout ça, soit vers un rétablissement complet, soit vers une forme un peu hybride où il y a des éléments qui perdurent mais qui n'ont pas un impact fonctionnel important. En tout cas, les personnes peuvent fonctionner plutôt normalement. Voilà. L'idée, c'est que plus l'intervention, la littérature scientifique montre que plus les interventions sont précoces chez ces jeunes qui viennent de faire un premier épisode, plus les chances que le rétablissement soit complet et la vie de nouveau normale, classique, plus ces chances-là sont importantes. Et c'est là qu'on intervient, nous, c'est dans cet objectif. Le but, c'est celui-ci, c'est que cette intervention qui veut être la plus précoce possible puisse venir soutenir le patient, pas que seulement au niveau de l'accompagnement soignant, mais aussi dans son environnement, dans ses projets de vie. Ainsi que parlait le docteur Sarmolach, un des objectifs aussi, c'est que notre intervention puisse permettre de limiter la durée de psychose non traitée, et puis favoriser l'engagement global dans les soins, qu'il soit psychiatrique bien sûr, mais aussi somatique, addicto, on en a parlé. Et dans ce contexte-là, plus particulièrement d'accompagner vers le soin, nous, notre équipe, on va encourager les patients à, par exemple, contacter un CNP, contacter des spécialistes, mais on ne se substitue pas aux soins, on ne propose pas un engagement, un accompagnement soignant, on va orienter les personnes, les jeunes, vers le soin. L'idée, c'est de travailler sur tout ce qui est plutôt fonctionnel, un petit peu, on parlait tout à l'heure de problématiques sociales, d'impact en tout cas social de la maladie. C'est de travailler principalement, de renforcer le jeune dans ces domaines-là pour éviter que les symptômes puissent s'installer et évoluer vers des formes plus graves. Dans cette démarche-là, le but, c'est de permettre aux jeunes donc, de se relancer dans les projets de vie qui ont été interrompus par ce premier épisode psychotique, qui soit d'arrivée aiguë ou de façon plus insidieuse, et donc de travailler avec lui sur ses projets de vie, sur améliorer sa qualité de vie, sur les problèmes d'autostigmatisation qui vont venir limiter précisément la reprise du parcours de vie qui a été interrompu. Naturellement, il y a une démarche prophylactique aussi. On va mettre en œuvre les moyens d'éviter l'hospitalisation ou si l'hospitalisation, la rechute n'est pas évitable, que celle-ci soit plus courte et moins sévère. Une démarche, on vous le disait, fonctionnelle aussi. Le but, c'est de rétablir, préserver les capacités de fonctionnement du jeune qu'on accompagne, qui puisse s'épanouir dans son quotidien. À l'aide d'un accompagnement médical et médicamenteux si nécessaire, bien sûr, en travaillant beaucoup sur la consommation toxique parce que on en fait le constat, nous, nos jeunes sont souvent dans ces problématiques-là aussi. Et de travailler alors avec les jeunes, bien sûr, mais aussi sur l'environnement, vous en parlez, ça peut être la famille, les amis. On essaie de réfléchir avec le jeune à tout ce qui constitue des stress dans son quotidien, dans son environnement, et qui justement contribue à augmenter le risque de rechute ou de chronicisation de la maladie. Alors, donc, le profil des jeunes qu'on accompagne, nous, donc c'est des jeunes qui ont vécu un premier épisode de psychotique, pour la plupart. Évolution des troubles de 6 mois, de moins de 6 mois à 1 an dans certaines situations, avec une ou voire aucune hospitalisation. Après, en fait, on considère une période de crise, même si la période de crise a nécessité plusieurs hospitalisations avant d'être résolue, on considérera que ça vaut comme si c'était une seule hospitalisation.
Et ensuite, du coup, l'autre profil de jeunes, c'est les jeunes à ultra haut risque de transition psychotique. Donc là où on évalue un peu cet ultra haut risque en passant des échelles, par un diagnostic clinique, quoi. Donc ensuite, c'est des jeunes de 16 à 30 ans. Et le dernier critère, s'il y a la nécessité qu'il y ait des droits qui soient ouverts en France, une situation administrative en fait légale, étant donné qu'on travaille beaucoup sur l'emploi, la formation, le logement, c'est des facteurs qui peuvent être limitants dans des situations où les personnes ont une situation administrative irrégulière en France. Donc, ils peuvent bloquer la prise en charge. Voilà, et donc ensuite, au niveau des secteurs, on prend en charge tous les secteurs de Marseille, mis à part le 11e et le 12e arrondissement, où il y a l'équipe Ellipse qui fait aussi de l'intervention précoce pour les troubles psychotiques. Donc, en termes de parcours, comment ça se passe le suivi au CLIP? Donc, il y a l'adressage, qui n'est pas forcément un adressage médical, mais qui peut l'être. Ensuite, on organise un premier contact, donc qui peut prendre des formes très variées, suivant le profil du jeune et sa situation. On peut se déplacer pour le voir à l'hôpital, même du coup au tout début de la crise. Parfois, on peut se déplacer aux urgences également. Ça permet de pouvoir en fait commencer à créer une alliance et puis donner des perspectives aussi pour la suite, pour l'après hospitalisation, de savoir que à la sortie de l'hôpital, il y aura des gens qui connaissent déjà, sur qui ils pourront compter. On peut faire un contact téléphonique, on peut venir pendant un entretien avec le psychologue, avec le médecin généraliste. Tout est possible à réfléchir. Ensuite, du coup, il y a un entretien d'accueil où on est avec plusieurs membres de l'équipe pour évaluer l'indication, affiner un petit peu à ce niveau-là, rencontrer le jeune, apprendre aussi quelles sont ses problématiques, qu'est-ce qui est gênant pour lui dans son quotidien, tout ça. Et donc, du coup, commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour lui. Ensuite, on fait passer des échelles à l'entrée qui nous permettent de pouvoir aussi observer et rendre un petit peu factuel les évolutions que peut noter le jeune dans son parcours. Et puis ensuite, on travaille avec ce qu'on appelle le POPS. Donc, c'est le plan d'organisation des projets. Donc, c'est un peu notre base de travail, les projets qui sont du coup évoqués par le jeune, qui sont construits, où c'est sans aucune limitation. On peut, c'est dans tous les champs de la vie quotidienne. Donc, ça peut être autour du travail, des choses très fonctionnelles dans le quotidien, des envies de loisirs, des choses comme ça. Et donc, du coup, on repère un petit peu qu'est-ce qui fait que actuellement le jeune n'arrive pas à mener à bien ses projets et identifier les différents acteurs qui peuvent l'aider à mener à bien ce projet et puis ensuite travailler sur des étapes à court, moyen, long terme et arriver jusqu'à la réalisation de cet objectif, sachant que ça peut se faire même la finalité peut arriver après la fin de notre prise en charge. Voilà. Et donc ensuite, l'intervention de nous pour mener à bien ces projets, et ça prend différentes formes, on en parlera plus tard. Et ensuite, on fait des bilans à 6 mois, 1 an et 2 ans. On demande aux jeunes, si possible, de venir avec une personne de son entourage, la personne de son choix, qui n'est pas forcément ses parents, enfin ça peut être un ami, en tout cas quelqu'un qui peut aussi être témoin de l'évolution
qu'on espère positive, mais enfin, qu'il y a pu y avoir sur cette période, et faire le point sur les projets, qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui reste à faire, et voilà, en gros, faire un point régulier pour savoir comment on avance. Donc du coup, ce qui est aussi important de noter, c'est qu'on a un suivi en moyenne de 2 ans. L'idée, c'est un peu de mettre le paquet vraiment sur cette période charnière pour aider le jeune et aussi pouvoir lui donner toutes les clés pour qu'il puisse être autonome dans ses démarches, que ce soit médicales ou sociales, en ayant identifié tous les acteurs possibles qui peuvent lui venir en aide quand il en a besoin. Donc c'est pour ça que dans les projets, on identifie toutes les personnes qui peuvent aider pour que, en fait, au bout de 2 ans, il n'ait plus besoin de nous pour savoir qui appeler quand ça ne va pas. Ces jeunes qui viennent de faire un premier épisode qu'on accompagne pour identifier leurs projets de vie et identifier les partenaires aussi qu'on va solliciter pour. On leur propose aussi des interventions plus spécifiques, nous, au CLIP, des groupes thérapeutiques lors desquels on réunit plusieurs jeunes qui connaissent donc des situations similaires, des difficultés similaires, des groupes qui portent sur la psychoéducation. Donc on va leur parler le but, c'est de les rendre à travers ces groupes-là un peu plus experts de cet événement médical qui va perturber leur parcours de vie. C'est ça la psychoéducation. On travaille sur la gestion des émotions, les habiletés sociales, dont on sait qu'elles sont souvent touchées chez ces jeunes-là qui ont connu un premier épisode. On va travailler sur de la stimulation cognitive. Si les entretiens au début révèlent que le jeune se plaint de troubles cognitifs, de difficultés attentionnelles ou de mémoire, qui sont courants après un premier épisode, on va proposer un bilan neuropsychologique pour objectiver ces difficultés, et puis donc de la remédiation, de la stimulation cognitive derrière ça. Toujours dans ces accompagnements spécifiques, on va aider le jeune, on l'a évoqué, à réfléchir à un projet socio-professionnel, réaliser une enquête métier, reprendre une formation, préparer des entretiens d'embauche, tout ce qui relève donc de cet accompagnement-là vers une reprise d'études ou un parcours professionnel. Sachant encore une fois, dans ces démarches-là, nous, on n'est pas experts de ces domaines. Donc, le but de cet accompagnement va consister aussi beaucoup à orienter le jeune vers des professionnels qui sont plus compétents dans ces domaines et puis rester en lien aussi avec ces professionnels pour soutenir le jeune dans cette démarche. Mais le but, c'est pas de remplacer les structures qui sont existantes, qui sont bien meilleures que nous pour accompagner les jeunes dans la reprise d'une formation, mais vraiment de le guider et d'être un appui en fait dans ces démarches-là. On a la chance de travailler avec une enseignante en activité physique adaptée qui propose à ces jeunes qu'on accompagne des séances et collectives et individuelles d'activité physique pour travailler la remise en forme, l'autonomie, la relaxation aussi, et donc pour prendre en compte aussi la dimension physique de leur vie. La remédiation cognitive, je l'ai évoqué déjà. Et puis, il y a cette idée aussi que la vie du jeune vers lequel on veut l'accompagner, c'est aussi des moments beaucoup plus informels. Et donc, il nous arrive souvent de retrouver ces jeunes-là, pas forcément à l'hôpital, mais chez eux, dans les lieux qui font leur quotidien, autour d'un café. Et c'est l'occasion de discuter de leur vie, de leur santé mentale, des événements qui ont ponctué leur quotidien ces derniers mois souvent. Et de les aider à retrouver justement une rencontre plus normale, plus habituelle avec leur quartier, leur environnement et les lieux qui font leur quotidien. L'idée, encore une fois, et s'il y a quelque chose à retenir, c'est que ces jeunes dont le parcours de vie a été interrompu à cause de ce premier épisode, on puisse les aider, leur redonner un coup de pouce, un élan pour reprendre leur projet de vie, qui soit dans le domaine de la santé, du professionnel, des études, de la vie sociale. Et c'est ça qu'on propose sur ces 2 ans d'accompagnement au CLIP.
avec un accompagnement du coup très individualisé, avec pas de, une trame qui est commune un peu pour tout le monde, mais un accompagnement qui est réfléchi avec le jeune selon les critères que lui décide et tout est au maximum possible, en tout cas adaptable, quoi. Et pour terminer, donc on est 11, si je compte à peu près bien, dans notre équipe. Donc il y a 2 neuropsychologues, une enseignante APA, donc enseignante en activité physique adaptée, une psychologue clinicienne qui est spécialisée en EMDR et TCC, une médiatrice en santé pair, une secrétaire, une assistante sociale, et 2 infirmiers et un psychiatre. Et on aime bien aussi inclure les partenaires dans notre équipe parce que le but, c'est vraiment de travailler en lien et d'avancer dans le même sens, de ne pas faire de doublons aussi dans les prises en charge. Donc, tous les partenaires possibles font partie intégrante de notre équipe. Voilà. Donc ça, c'est les contacts pour l'adressage. Donc notre moyen d'adressage préférentiel, c'est le mail, donc qu'on consulte régulièrement. On essaie d'être le plus réactif possible. En général, on a la capacité de proposer un rendez-vous en moyenne dans les 2 semaines grand maximum après un adressage. Donc c'est important dans le mail de pouvoir avoir les coordonnées du jeune, son nom de famille, son prénom, sa date de naissance. Et puis, sinon, il y a le numéro de téléphone. Pour toute question, des doutes sur l'adressage et tout ça, pas hésiter à pouvoir en discuter. On a vu tout à l'heure que les critères diagnostiques étaient complexes, donc pas hésiter à faire des adressages et qu'on puisse en discuter, quitte à ce qu'on puisse voir le jeune et puis proposer ensuite une évaluation qui peut être plus pertinente, une orientation qui puisse être plus pertinente par la suite. Et donc, notre bureau se trouve à la rue Lafond, donc au même endroit que les CMP Zedjijan, Dassa et Chaban, et les hôpitaux de jour. À 2 pas de la préfecture, de la place de Rome. Voilà. Donc, on vous laisse avec cette citation, et puis, si vous avez des questions, on est disponible. Merci. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation. Nous, c'est vrai que c'est un relais important sur le terrain de vous connaître, de vous reconnaître. Et ce que j'ai noté aussi qui était important, c'est que finalement, l'adressage peut être fait par d'autres professionnels que des médecins. Parce que finalement, dans la participation là autour de ce projet dans notre CPTS, ont été sensibilisés beaucoup d'infirmiers, d'orthophonistes, en plus des médecins. Donc, c'est vrai que ça peut être un relais important pour eux aussi. Sachant qu'on est comme vous à l'hôpital devant des problématiques de saturation des prises en charge possibles en libéral aussi par les psychiatres et les médecins en général. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. Nous, c'est vrai que dans notre projet, on s'était dit aussi, on veut essayer de reconstituer un cercle de soins autour du patient et ce que vous disiez, ça rentre beaucoup dans ce cercle de soins avec les dents, enfin en tout cas la personne de confiance et tout le réseau social, professionnel qui entoure le patient. Mais est-ce que par exemple vous pourriez intervenir quand nous on identifie un risque de rupture de soins pour ces patients-là, pour lesquels il n'y a pas forcément de diagnostic clairement établi, mais qu'on surveille entre professionnels et qu'on a une rupture. Est-ce que vous intervenez à domicile pour des patients comme ça, pour avoir un relais à domicile, ou c'est pas du tout dans vos attributions? Alors, nous, du coup, on est une équipe, une équipe mobile, mais
mais enfin voilà. En tout cas, on travaille à l'extérieur de l'hôpital, donc du coup, on a la capacité de pouvoir se déplacer à domicile. Pour les jeunes qu'on accompagne, l'idée de travailler sur des choses plus fonctionnelles aussi, parler du soin, mais à travers finalement d'autres médias, en parlant des choses plus quotidiennes et tout ça, en général, ça permet une accroche avec le jeune, ou même souvent quand il perd le contact avec l'équipe de psychiatrie et tout ça, nous on arrive souvent à garder un contact par un autre biais. Après, du coup, on se substitue pas à la prise en charge des CMP et tout ça. Donc, du coup, s'il y a une rupture franche de suivi, ça sera peut-être plus de leur ressort, finalement, d'assurer ce maintien de prise en charge, quoi. Mais, alors, je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à votre question. Nous, on intervient vraiment, c'est ça, en complément d'un suivi déjà institué. Bon, après, on peut être sollicité et après, on peut évaluer le jeune, mais le but, c'est vraiment d'être en parallèle d'un suivi institué pour que, une fois qu'on n'est plus là, ils aient déjà des références stables. Est-ce que, à défaut de suivi institué, vous participez, j'imagine, à le mettre en place? Oui, ça, Oui, on absolument. participe à le mettre en place. Après, c'est vrai qu'on intervient moins en situation de crise, on va dire. Voilà, on n'est clairement pas une équipe de crise. Alors après, quand il y a besoin, on oriente vers des soins, on accompagne vers des suivis CMP, etc. En revanche, quand c'est vraiment une situation de crise, dans ces cas-là, nous, on se met en retrait, on attend, on intervient vraiment juste après, au moment où le patient est en accord avec notre prise en charge, etc. Et alors, sur ce sujet-là, de l'adressage, vers qui vous tournez? Est-ce que en fait, c'est une question, est-ce que c'est facile pour vous de vous tourner vers quelqu'un, d'adresser? Moi, je vois, dans le secteur du 4-5, là, moi, je prends que des adultes. D'ailleurs, on m'a orienté un jeune homme de 14 ans par le clip, on m'a dit. Bon, donc, en fait, je fais pas ça vraiment. Mais moi, j'ai 30 patients adultes qui attendent déjà que je les rappelle, alors qu'ils ont déjà juste appelé pour avoir un rendez-vous des nouveaux. Donc, voilà, on est dans cette situation-là. Et de pédopsie, voilà. Alors, c'est pour ça que c'est très utile, hein, ce webinaire. C'est au-delà de se reformer, de savoir un peu quoi faire avec les jeunes et qu'est-ce que c'est que les troubles auxquels ils sont soumis. Nous-mêmes, c'est la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce jeune, quoi. Alors nous, on n'a pas forcément le seul facteur facilitant un petit peu qu'on a pour les adressages vers les CMP et tout ça, c'est la proximité qu'on a avec eux. On est dans le même bâtiment, donc du coup, on peut discuter les choses directement et puis trouver des solutions parfois un peu plus rapides, mais ça a finalement peu d'incidence sur les délais d'attente avant les consultations médicales. Le seul avantage qu'on peut avoir, c'est que nous, on peut garder une vigilance, être présent sur la situation pour pouvoir évaluer un peu plus régulièrement la situation, voir s'il y a des critères de gravité et pouvoir orienter vers les urgences si besoin ou pouvoir signaler au CMP. Bon là, ça commence à être vraiment compliqué. Voilà, c'est le seul avantage qu'on a, c'est qu'on est dans le même bâtiment, quoi, qu'on peut en discuter rapidement. Pour certains CMP. Après, les autres CMP, on adresse, mais globalement, les délais sont quand même corrects. Alors après, c'est vrai que voilà, on les appelle, on les sollicite, etc. Mais on arrive globalement à adresser les jeunes. Au bout du compte, c'est surtout les CMP, en fait, qui sont les partenaires et naturels et fonctionnels, en fait. Enfin, je dirais fonctionnels, efficients. Pour les majeurs, oui, voilà. Là, voilà, il y a la période de l'enfant où là, c'est un peu plus compliqué. Le 16-18 ans, pour l'instant, n'est pas bien tranché en termes de suivi sur qu'est-ce qu'on peut proposer. Et ça c'est les partenaires de soins. Après,
Après, dans les projets plus globaux pour lesquels on accompagne les jeunes, on travaille avec les missions locales, on travaille avec le Pôle emploi, des réseaux de formation professionnelle, les universités. Voilà. On a de nombreux autres partenaires réguliers. Ok. Et donc, aborder peut-être aussi avec le professeur Sermolas l'aspect pratico-pratique de la prise en charge urgente. Nous, c'est vrai que quand on est sollicité, alors moi je suis médecin généraliste, mais peut-être aussi d'autres professions pour suite à l'identification de tous ces signaux d'alerte, en tout cas ces éléments cliniques. Euh, on s'orienterait, j'allais dire, dans une prise en charge moins urgente vers les CMP, mais en cas d'urgence se pose souvent le problème de l'accord du patient. Et donc, peut-être pour nous éclairer sur la façon de procéder, pour peut-être pas tout orienter vers les urgences, est-ce qu'on a d'autres alternatives? Dans tous les cas, par rapport au pivot des CMP dont parlait Stéphane, c'est vrai qu'une prise de contact en amont, y compris pour décrire une situation préoccupante, quand bien même on n'arriverait pas à convaincre la personne, c'est toujours intéressant, je pense, de préparer les choses de la même façon qu'on peut des fois proposer à la famille de prendre un rendez-vous pour aller présenter une situation, quand bien même l'adolescent ou le jeune adulte n'accepterait pas d'y aller. Quand on est préoccupé à ce point, je pense que c'est quelque chose qu'on peut tenter. Je ne vous garantis pas que tous les CMP ouvrent grand la porte à voir la famille en l'absence de la personne. Mais je crois que c'est quand même un geste légitime à essayer de son côté. Après, peut-être que votre question elle renvoie aussi à deux grandes façons de présenter un moment d'opposition à aller consulter pour un premier épisode. C'est soit un tableau assez bruyant où il y a un risque comportemental, des signes de délire, d'hallucination, d'agitation qui tout de même imposent, ça peut même virer et bien souvent on a d'ailleurs besoin de l'aide du médecin de famille dans ces cas-là qui peut être très précieux à déclencher les choses. Mais s'il y a en gros une présentation bruyante, explosive, difficile à tenir sur la durée, ça peut même être malheureusement l'intervention des pompiers si tout était refusé. Et après, c'est tout de même le schéma des urgences que vous annonciez. Là où c'est peut-être un peu différent, c'est lorsqu'il y a une opposition plus un peu implicite, non verbale, tout va bien, j'ai pas de problème, alors qu'il y a un isolement, une perte des contacts, des insertions sociales. En gros, un mode d'entrée qui serait plutôt évocateur d'une symptomatologie négative. Là, on peut peut-être se donner quand même les moyens ou une chance on essaye beaucoup de fois et peut-être qu'il y aura une fois où ça passera. Et si on a la chance d'être, et là c'est très hétérogène aujourd'hui, on espère pouvoir aller vers des équipes de crise, ce n'est pas le clip, vous nous l'avez rappelé, c'est plutôt une équipe d'accompagnement et de travail sur l'insertion des sujets jeunes à distance des périodes aiguës, mais peut-être aussi des équipes mobiles de crise comme des alternatives à l'hospitalisation. Et là, c'est vrai, il y a une sorte d'hétérogénéité selon les territoires. Je sais qu'on a pu le développer sur les secteurs du 8, 9, 10 par rapport aux services de Sud. On n'a pas encore le pendant, on aimerait le développer pour les secteurs de la PHM côté conception, sur les 3 services du 4e, 5e, 6 et 7e arrondissement, mais on n'a pas encore l'équipe. C'est des choses qui prennent du temps pour être vraiment montées de façon efficace. Je sais aussi que dans les quartiers nord et par rapport aux secteurs qui répondent au territoire sectorisé de Édouard-Toulouse, on a tout de même le projet, et le projet assez avancé, d'équipes de crise qui vont pouvoir se déplacer normalement à domicile. Mais là aussi, probablement que le premier contact est un contact un peu sectoriel et qui aide à réorienter sur une équipe qui pourrait ou pas intervenir à domicile. Alors, je ne réponds pas d'une façon parfaite et homogène. On en est là. Il faudra arriver à développer ce qui marche bien à l'échelle de toute la ville et même du Grand Marseille. Je ne vous ai pas parlé des services de Valvert par rapport au 11e et 12e, mais où il y a aussi l'équipe d'intervention précoce
qui n'est pas pile sur la même articulation ou façon de fonctionner que l'équipe Clip. Et c'est aussi une équipe qui a quelques années d'expérience et qui fonctionne bien. Donc, il y a quand même une sorte d'hétérogénéité locale et on n'a pas encore un dispositif homogène à la hauteur de la ville. On serait tous partants pour y tendre. On a de telles difficultés de moyens et d'effectifs aussi qu'on fait un peu feu de tout bois en essayant de répondre le mieux possible selon les lieux. D'accord. Donc nous, on peut vraiment identifier le CMP déjà qui est sectorisé de ce que voilà de ce qu'on a compris et effectivement après s'organiser avec tout ce que vous avez rappelé pour la prévention urgente. Et là-dessus, les médecins de famille ont vraiment un rôle. On voit que ça change beaucoup de choses lorsqu'on a un médecin de famille un peu pivot de la cellule familiale qui arrive à reprendre, à témoigner de l'histoire et avoir pu bien souvent accompagner la personne beaucoup plus jeune ou même petite. Et puis quand on voit qu'il n'y a pas d'accroche en termes de médecine générale ou somatique, on est encore plus en difficulté. Donc je pense que là aussi, on a probablement quelques progrès à faire, mais on est tous demandeurs de faire mieux là-dessus. Dans ce rapprochement des lignes entre les autres villes et l'hôpital, bien sûr. C'est très poussé par nos tutelles, mais il faut qu'on le fasse quoi qu'il arrive. C'est à moi? Ah, on a le temps. Okay. Bon, en gros, c'est super, c'est motivant, mais ce que je vous espère, c'est que le clip, en fait, ça ressemble quasiment, enfin, c'est ce qu'on faisait avec les mages qu'on avait monté en 2012 à Édouard-Toulouse. En gros, on en est au même point. Alors, ce qui est bien, c'est que les bonnes idées continuent et perdurent. Je ne dirais pas que c'est super, mais on en est toujours à la même situation de savoir à qui on adresse, lutter pour qu'il y ait des accès facilités. Et puis, en fait, il n'y a pas plus de patients, de soignants. J'ai le petit lapsus aujourd'hui qu'avant. Alors oui, ce travail en tout cas d'accompagnement, d'aide auprès des familles. Moi, j'avais trouvé l'idée qu'on était en fait des dictionnaires. On expliquait à la famille comment ça marchait la psychiatrie, comment ça marchait la maladie. On leur faisait ce genre de webinaire là qu'on a fait, on leur faisait à eux. Et donc c'était un vrai travail important quoi, d'expliquer ce qui allait se passer pour leur enfants, leurs jeunes. Donc bravo pour ce que vous faites, les clips. Ça demande beaucoup de présence, d'engagement et de souplesse d'esprit. En fait, des idées, il y en a. Hein. Donc pour être avec les jeunes, c'est un point capital, quoi, de pouvoir lier cette confiance, de pouvoir les accueillir. Bon, voilà, c'est super. Mais on retient aussi que sur le secteur 4-5, pour être très pratique, il faudra que ça soit toujours le CNP qui est vraiment et le service public qui est vraiment le point d'appui capital pour la population. Oui. Oui, à défaut de pouvoir déployer d'autres dispositifs pour l'instant. Et moi, je sais qu'à une époque, on avait tenté, on en avait parlé la fois d'avant, de proposer des solutions soignantes et même un peu naïves à côté du secteur. Et finalement, on n'avait pas bien supposé comment on sortait du dispositif, quels étaient les enjeux après. Et on s'était un peu noyé dans ce dispositif-là. Et moi, je continue à suivre les gens que j'avais rencontrés à l'époque. Et on voit bien que du coup, on a besoin quand même, avec des moyens très limités, de réfléchir à où les positionner. Alors, ça ne veut pas dire que le CNP assumera tout, mais en tout cas qu'il soit la plaque tournante pour la circulation de l'info, voir à quel moment on va pouvoir contacter le CLIP ou les équipes partenaires lorsqu'il y en aura peut-être d'autres ou sur le secteur des 11 et 12. Mais il n'y a pas encore d'équipe de terrain sur des soins en première ligne. Ouais, c'est vrai que le CNP reste notre pivot. D'accord. Bon, merci beaucoup en tout cas pour tous ces rappels et vraiment votre participation. Ça nous permet vraiment de créer du lien entre les équipes, d'identifier les acteurs et de faire ce lien ville-hôpital qui tend à être vraiment amélioré. En tout cas, merci on reviendra vers vous pour nous faire également les retours. Et nous, voilà, ce webinaire est enregistré, il sera aussi diffusé aux autres adhérents.
n'ont pas pu participer aujourd'hui, là, mais en tout cas, voilà, c'est important pour nous. Et on le diffuse sur le site, mais c'est important pour nous de lancer ce lien entre nous tous. Voilà. Merci. Bon courage. Bravo. Et merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.